Bonjour Laetitia. Allô, Sylvain. Alors on discute par-dessus l'océan là, euh, Mhm. puisque moi je suis là où il y a mon troupeau dans les Yvelines, et puis toi tu es dans la Gaspésie. Est-ce que c'est déjà la Gaspésie? Ah, En fait, nous, on est dans le Bas-Saint-Laurent. On est ouais. vraiment presque à la limite de la Gaspésie. La frontière de la région est à 15 kilomètres. Donc, Ah, c'est ça. voilà, on est dans l'est du Québec, Canada. À l'est du Québec, absolument. Euh, Oui. où tu as ton lieu de travail avec les chevaux, ton lieu de vie. Mm. Et on a déjà fait, je crois, deux ou trois interviews sur ton travail formidable avec les chevaux en troupeau. Et Mm. peut-être pour les personnes qui n'ont pas vu ces interviews, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ton travail, qui tu es, Oui, qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec les chevaux? d'accord. Euh, je vais commencer par parler du troupeau. On a 7 chevaux Mhm. qui sont essentiellement pas, en fait, qui sont des races américaines ou québécoises, donc des espèces rustiques. 7 chevaux et où moi je portais le rêve, l'envie de recréer quelque chose, une identité, de recréer quelque chose qui ressemblerait le plus possible euh, à une harde sauvage. Euh, de les mettre aussi dans des conditions le plus naturelles possible dans le rêve qui puisse exprimer les comportements les plus naturels possibles, au sens où il y a deux axes en fait, au sens où Mhm. moi j'ai envie de faire ça pour eux, ça c'est un peu mon truc personnel, un jour peut-être je comprendrai pourquoi c'est si important pour moi de faire ça pour eux, mais en tout cas pour le moment j'œuvre à ça. Et aussi parce que dans le travail d'accompagnement que je fais, où j'accompagne les gens dans leurs écueils, dans leurs célébrations, dans leurs transitions, dans leur transformation, qui finalement est souvent une quête de soi, une quête de liberté, de s'affranchir de tout ce qui nous entrave, qui est finalement une quête d'authenticité. Eh bien, pour moi, ce qui fait le plus de sens, c'est d'être en lien avec une harde qui est dans son entièreté, en fait, qui C'est peut, ça. qui peut accueillir, qui peut refléter, et qui peut contenir toute cette énergie, finalement, qui, par son sauvage, son entièreté, sa structure, peut nous donner l'espace de toucher à ça, nous aussi. Euh, Après, pour toutes sortes de raisons, parce que forcément, comme c'est le lieu où on habite, c'est aussi le lieu de la famille. En tout cas, ça l'a beaucoup été par le passé. Maintenant, les enfants grandissent puis ont d'autres projets, mais ce qui fait en sorte qu'avec les chevaux, on a aussi 3 ânes, 2 moutons et une chèvre. Et tout ce monde-là cohabite ensemble, travaille lors des différentes séances d'accompagnement qui prennent différentes formes, en fait, que ce soit des retraites plus ou moins longues avec un séjour en forêt, que ce soit de l'accompagnement individuel au fil des semaines ou des mois, que ce soit des cérémonies, des créations de rituels en lien avec différents événements, en lien avec des rites de passage, que ce soit des constellations familiales. Bon, puis après, ben, tout ce qu'on peut euh, mettre en, en atelier, en découverte finalement sur les différents thèmes qui nous lient entre
les chevaux et nous. Fait que je pense que ça raconte brièvement l'axe de travail et le troupeau. Après, on est fait qu'on le disait tantôt, dans l'Est du Québec, on a la chance d'habiter un grand territoire qui est fait d'une vallée, montagne, forêt, prairies, lacs et rivières, ce qui nous permet de donner beaucoup d'espace aux chevaux, de s'en donner beaucoup pour nous aussi. Dans cet endroit-là, on a bâti une assez grande yourte qui est notre lieu d'accueil pour les différents ateliers et ensuite différents petits bâtiments pour permettre aux gens de faire des retraites ou d'alterner les séances avec les chevaux, des séances plus en solitude, en intériorité. Euh, Ouais, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois pendant ces ouais, interviews, que aujourd'hui, alors dans l'équitation certainement, mais vraiment spécialement dans les actions de médiation avec les chevaux, ouais, eh ben, c'est important que le troupeau avec lequel on interagisse, il se comporte vraiment comme un troupeau avec différentes initiatives, hein. Il y avait différentes ouais, choses comme ça, mais il y a un point commun, c'est la vie des chevaux, les chevaux qui ont une vie de chevaux, en troupeau, avec oui, des relations, exactement. pour qu'ils puissent travailler avec des humains de façon correcte. Ouais, le plus libre possible, avec le moins d'entraves, avec le plus d'authenticité aussi. Effectivement. Après, dans la contrée où on vit aussi avec des saisons qui sont très, très départagées les unes des autres. Là, on est dans la deuxième partie de l'automne où bon, toutes les feuilles colorées sont tombées, où on se réveille le matin, c'est très gelé, on sent que le froid commence à arriver. Bientôt, ce sera la neige jusqu'au mois d'avril et après, on aura un été quand même assez chaud et de nouveau l'automne. Et en fait, pour nous, le cycle des saisons est vraiment important et partie prenante de notre mode de vie. Forcément, on peut pas en faire fi. Donc, on a beaucoup de travail pour permettre la vie des chevaux, de travaux à faire pour permettre la vie des chevaux, mais aussi de travail sur nous, finalement, du fait que les saisons sont très, très marquées. Elles ont une intensité et une énergie qui est propre, à laquelle il est difficile d'échapper. Et là aussi, en fait, c'est très intéressant d'observer comment le troupeau s'adapte à ces changements de saison et de quelle façon ça peut nous renseigner nous-mêmes, nous supporter finalement dans ces transitions, dans l'effet que les saisons ont sur nous et ce que ça peut nous dire ou nous raconter ou nous offrir comme point d'appui dans ces transitions-là. Surtout que dans la pratique du cheval dans un centre équestre, je sais pas, on va dire conventionnel, Mm. où on fait un peu le contraire, on gomme le cycle des Oui, saisons oui, pour qu'on puisse donner des cours tout le évidemment temps, et assurer bien sûr, la vie financière du centre équestre tout le temps. effectivement. Tout le Ouais, temps, ouais. on gomme ces séparations. Et moi qui ai la chance de vivre avec des chevaux comme ça, un peu au naturel aussi, je vois combien c'est important, combien on peut apprendre Ouais. avec ce cycle effectivement des saisons. Oui, effectivement, quand j'aime bien ton idée en tout cas le mot que tu emploies de gommer, ça donne cette sensation-là d'effacer des contours en fait. Ouais. Et c'est dans ces contours-là souvent que se retrouvent les, 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 les cycles, nos mouvements internes, les rituels qui sont liés et aussi notre capacité d'écoute. Euh, Moi, j'observe depuis 3 ans maintenant que pendant l'été, ça m'arrive régulièrement de faire des séances individuelles le soir parce que dans la journée, les gens travaillent, donc en soirée, ils sont libres. Donc pendant l'été, je fais des consultations le soir. À partir de fin août, ça devient plus possible de faire des consultations le soir.
Ça devient possible si je sors le cheval du troupeau puis que je l'amène dans un paddock ou dans un round pen où il n'y a rien d'autre à faire. Bien sûr qu'il va s'occuper de l'humain qui est là. C'est ça. Mais comme moi, j'ai fait le choix de travailler en troupeau, en grande prairie, en liberté, que c'est vraiment les chevaux qui décident de se manifester, on travaille avec les chevaux qui se manifestent, qu'ils soient près ou qu'ils soient loin. Et bien en fait, quand on arrive vers la fin du mois d'août, c'est comme si les chevaux sentent que la ressource va bientôt manquer, alors qu'en fait, après, on les nourrit au foin, ils sont à volonté quand même. Mais en fait, le soir, ils se mettent à manger, 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 et on les entend. Et ils se déplacent, et il y a comme une intensité, une effervescence Mm. qui fait que, en fait, ben, je pense qu'ils sont contents si on est là, mais ils sont pas disponibles passé une certaine heure pour qu'on leur demande quelque chose. De même chose que quand on arrive l'hiver et on a 3 heures à peu près où le soleil est très haut, où il fait, ben, très haut. Non, ben, il est jamais très haut, mais où il est le plus haut et où ils vont se mettre à l'abri du vent pour capter le soleil. Mm. Et si on va les voir à ce moment-là et qu'on a envie de les câliner ou de méditer ou de s'allonger sur eux, c'est parfait. Mais si on a envie d'être dans quelque chose qui les emmène dans l'action ou qui leur demande de l'attention, ben, c'est beaucoup plus rude parce qu'en fait, c'est le moment où ils chargent leur batterie, où ils se reposent, où ils se détendent et ils sont beaucoup moins volontaires. Mais l'écho est intéressant dans déjà d'accepter de fonctionner avec ces contours sans les gommer, comme tu suggères, effectivement, et aussi de prendre conscience de ce que ça dit de moi. Est-ce que moi, dans la vie, je me force toujours à répondre à peu importe l'heure, peu importe la saison, peu importe comment je me sens, ou est-ce que moi, je peux écouter ce qui se raconte à l'intérieur de moi, avoir confiance que ça fait du sens sans entrer dans un espace de justification, de légitimité, et vraiment accueillir cette connexion finalement, parce elle est là, la connexion. Elle est dans l'espace où on est en possibilité d'être à l'écoute de ce qui se donne et de ce que ça peut nous raconter. Ouais, différentes façons de se connecter avec les chevaux et de travailler en troupeau, avec aussi la dynamique du troupeau lui-même, que souvent on ne prend pas forcément tellement en considération. Ouais. Même quand on travaille dans les constellations, finalement, on ne prend pas tellement, pas forcément en considération qu'est-ce qui Hmm. se passe dans cette constellation, enfin en tout cas dans cette communauté-là Ouais, du troupeau qui a déjà ses liens, qui a déjà son histoire, qui exactement. a déjà son héritage peut-être. Et Oui, tout à fait. Et mm, c'est et l'écho est très en tout cas, moi, je suis toujours fascinée quand la personne arrive, elle va poser son intention et elle va choisir un cheval. Et je suis toujours, mais interloquée de voir les autres chevaux qui vont venir se greffer et mm, comment je vais raconter. Alors ça, ben, c'est le petit ou ça, c'est la meneuse. Et en fait, généralement, les personnes, je connais pas leur histoire. Mais c'est très, euh, toujours, il y a un sens en fait entre le lien des individus qui se manifestent et les individus qui sont en lien avec l'intention de cette personne-là, même si elle ne m'en a pas parlé. Et en ce moment, je fais une expérience qui est pas très agréable en soi, mais bon, c'est la vie, hein, c'est pas toujours la fête. On a une petite pouliche à la maison qui est la demi-sœur d'un autre poulain, qui est la pouliche d'une amie. Et pour différentes raisons, elle va quitter, en fait. mm, Euh, Avec cette amie, ils ont choisi de s'offrir d'autres perspectives et ils vont quitter le troupeau et le projet. mm, Euh, c'est pas quelque chose qui est super agréable. On aurait pu souhaiter que ça se passe, je pourrais dire, de façon plus douce. Ça pique un peu, on fait du mieux qu'on peut, mais ça pique un peu.
Et en fait, j'observe à quel point en ce moment, on dirait que la harde est complètement éclatée. Mm. Alors que depuis 1 an et demi, bien que les poulains grandissent, fassent en sorte que la harde exprime des nouveaux comportements, il Mm. reste qu'il y avait une structure qui était C'est ça. euh, très définie, je pourrais dire, avec les chevaux qui avaient des rôles, qui avaient des liens entre eux, et la harde était très unie. Quand ils décidaient d'aller au point d'eau, c'est quand même long, ça leur demande de marcher un certain temps. Tout le monde arrivait en même temps, tout le monde partait en même temps. Et là, depuis 1 mois et demi qu'on est dans ce mouvement-là, et ben en fait, parfois, je vois 2 chevaux arriver tout seuls. Ah, Et il y en a 5 qui sont restés, tout le monde est remonté, il en manque un. Et au début, ben, je partais marcher pour trouver ce cheval-là, être sûr qu'il était bien. Et en fait, il y a comme une, 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 une désolidarisation des liens, une unité qui est fragmentée. J'ai confiance que ça va revenir. Chez les chevaux sauvages, la vie change aussi. J'ai confiance qu'ils vont s'adapter au départ de cette pouliche-là, qu'ils vont s'adapter aussi à, à notre énergie, à nous, qui va retrouver une forme de paix puis de tranquillité lorsqu'on aura conclu ce mouvement-là. Mais ça me fait pas beaucoup de bien d'observer que ça se rend jusque dans la harde. C'est un peu culpabilisant aussi, mais c'est très apprenant d'avoir cette espèce de miroir en live, en fait, et qui me rappelle aussi que ben c'est ça la vie en fait, rien n'est immuable, on accueille les changements quand ils arrivent, on fait du mieux qu'on peut, on essaie de prendre soin, de nommer les choses, de pas laisser d'entraves et de blessures, mais de se rendre compte que dans le visible et dans l'invisible, ça œuvre intensément. moi, ça me fait réfléchir que dans les situations de coaching avec les chevaux, qu'on appelle quick coaching, etc., qui se développent beaucoup maintenant. Ouais, Il y a des milliers maintenant de personnes qui pratiquent ça. Mais on est quand même toujours, parfois, dans des concepts qui sont anciens, je pense, de hiérarchie verticale du cheval. Avec, oui, il y a le alpha, il y a le bêta, il y a, etc., etc. Et tout en bas de l'échelle, il y a les chevaux qui sont dominés. Et quelque part, quand même, il y a ça reflète l'image en miroir du patriarcat. oui, bien sûr. Voilà. Et tu avais dans les notes que tu m'as envoyées cette note que moi j'aime beaucoup, hein, c'est hiérarchie horizontale. Parce que Ouais, les animaux de proie, c'est ça, c'est une hiérarchie horizontale ouais. où les rôles changent. Et voilà. Alors, comment est-ce que tu mets en œuvre cette hiérarchie horizontale et comment ça fonctionne dans ton troupeau? Euh, alors, euh, je pense que l'été, en fait, l'été, c'est facile, la hiérarchie horizontale, elle se met en place naturellement au sens où ils sont dans un pâturage qui est très, très vaste, donc ils peuvent répondre au mouvement qui est le leur. Euh, je prends peut-être quelques minutes pour les personnes qui sont moins familières, en fait, Ouais, d'expliquer ce qu'on entend par la hiérarchie horizontale. ouais, Euh, C'est-à-dire que souvent, les prédateurs, ceux qui ont les yeux devant, donc dont on fait partie, a priori. vont souvent interagir dans un mode de hiérarchie qui est pyramidal, qui va faire en sorte qu'il va y avoir un ensemble d'individus qui vont œuvrer pour les bénéfices ou les privilèges de moins nombreux en haut. On peut penser, je sais pas, moi par exemple, aux loups qui vont être un certain nombre pour capturer un seul chevreuil. Et généralement, c'est pas forcément ceux qui ont travaillé le plus fort qui vont manger en premier. Euh, Ce principe-là, à terme, il va générer, si on l'amène dans notre humanité, il va générer beaucoup, beaucoup
de comparaison, de comportement de protection. Et à terme, il va générer de l'exclusion parce que on ne peut pas être 90 000 en bas et quelques-uns en haut. Si on en revient à l'exemple des loups, les loups, s'ils sont 30 pour chasser un chevreuil, ça va pas le faire, il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Donc, ils vont exclure des individus qui vont essaimer et potentiellement fonder d'autres meutes. Lorsqu'on s'adresse aux proies, ceux qui ont les yeux sur les côtés, euh, peut-être pas toutes les proies, je pourrais pas parler des souris ou en tout cas, mais en tout cas, si on s'adresse aux herbivores qui vivent en troupeau, Mhm. chez lesquels, pour la majorité, on va observer une hiérarchie qui est horizontale, qui s'explique en lien avec l'alimentation, en fait, où on peut s'imaginer des chevreuils ou des chevaux ou des caribous ou des orignaux, peu importe qui vont pouvoir paître à l'infini dans des grandes prairies, des grands herbages, des grandes forêts. Et en fait, ça fait en sorte que il n'y a pas de compétition. Et comme il n'y a pas de compétition parce que la ressource est présente, il y a pas de gain à exclure. Donc, il y a une place pour chacun. Et je dirais même qu'il y a un gain à être nombreux, parce que plus on est nombreux, bah, moins on a de chances de se faire croquer lorsque le prédateur arrive. C'est une question de probabilité, de pourcentage. Oui. Et plus on est nombreux, plus nos mouvements, notre agitation vont susciter de la confusion chez le prédateur qui Mhm. va être désorienté. Donc, c'est les avantages de la hiérarchie horizontale. Cette hiérarchie horizontale-là, elle a aussi bah, la vertu, en tout cas, je ne sais pas si on a à prendre position, mais moi, c'est quelque chose qui me touche. Donc, de permettre une place pour chacun, Mhm. mais sans pour autant être complètement chaotique. Il y a quand même une organisation. Mhm. C'est-à-dire que souvent, cette organisation-là, elle va partir du centre. Au centre vont se placer des individus qui vont être en mesure de prendre certaines décisions et donc d'assumer plus de responsabilités. Et Mhm. plus on va décliner vers les extrémités, moins les individus vont avoir de responsabilités. Euh, Dans notre cas, quand je raconte ça, je raconte toujours la même histoire parce que pour moi, elle est parlante. Lorsqu'on a accueilli des chevaux pour la première fois, c'était deux chevaux qui vivaient ensemble depuis assez longtemps, qui étaient des chevaux assez âgés. Clairement, un des chevaux avait une certaine ascendance sur l'autre. Mhm. Bon, à l'époque, je ne savais pas forcément ce que je sais maintenant, voilà. Un jour, on a eu un troisième cheval et en fait, ce troisième cheval est venu se placer aux côtés de celui qui avait une ascendance. Et en fait, on a réalisé très rapidement que peu importe le nombre de chevaux qu'on ajoutait, le premier cheval sur lequel l'autre avait une ascendance, qui s'appelle Kawa, se reportait toujours à l'extrémité, se faisait toujours pousser finalement. Ouais. Et en fait, au début, on se disait, pauvre Kawa, il se fait toujours tasser. C'est ça. On, on- je savais pas, on n'avait pas compris. Et en fait, ce que je comprends maintenant, en fait, c'est que Kawa, c'est un cheval qui a pas besoin ou qui est pas confortable dans ce type de responsabilité. Lui, c'est un cheval qui est un guetteur. Il va généralement se tenir en périphérie. En plus, maintenant, il commence à être très âgé, donc il commence à se tenir plus loin pour se protéger, pour toutes sortes de raisons. Alors que il y a des chevaux qui ont un sens de l'initiative et quand leur sens de l'initiative est juste, ils vont finir par être suivis par les autres chevaux. Donc, pour revenir à ta question, euh, pendant l'été, cette hiérarchie horizontale-là, elle est posée de façon naturelle. Les pâturages sont tellement grands qu'ils peuvent vivre selon leur propre code. Là où ça a le potentiel, et pour moi, c'est très apprenant, c'est très structurant dans les ateliers de montrer comment il y a une place pour chacun, il y a un rôle pour chacun, il y a une rotation des rôles, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'exclusion.
Et ça, pour moi, c'est porteur de beaucoup, beaucoup d'enseignements au regard du monde dans lequel on vit et des violences qu'on subit et qu'on se fait. Mhm. Euh, Là où ça devient plus difficile et apprenant, et encore un reflet à notre humanité, c'est l'hiver. C'est-à-dire que l'hiver, nous, on ne peut pas laisser les chevaux en grande prairie parce que on a au minimum entre 1 mètre et 2 mètres d'accumulation de neige. Donc, en fait, les chevaux n'ont pas la possibilité de gratter pour aller s'alimenter. On doit les nourrir. On les nourrit avec des grosses balles rondes de foin. Et forcément, on rapetisse l'espace, on leur en offre quand même grand, mais à partir du moment où il n'y a rien à manger, ils n'occupent pas tout le territoire. Mhm. Donc, ils se retrouvent un certain nombre de chevaux dans un petit territoire avec une source d'alimentation restreinte. Et là, on voit la transformation des comportements où ça va se mettre à faire des oreilles, à se pousser beaucoup moins délicatement que l'été où généralement à quelques mètres, on va bouger les oreilles et ça C'est suffit. ça. Là, on va bouger les oreilles, mais très rapidement, on va tendre le cou, puis très rapidement, on va aller croquer la fesse. Ce qui fait que là, notre tâche à nous, ça consiste à reproduire le plus possible des conditions naturelles, même si on est dans quelque chose qui est beaucoup plus structuré en lien avec l'hiver. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre vraiment plusieurs stations d'alimentation pour éviter la compétition, pour éviter les montées d'agressivité, pour éviter qu'il y en ait un qui se mette à déranger tout le monde, pour reproduire le plus possible quelque chose qui pourrait ressembler à un pâturage. C'est On ça. va éloigner le plus possible le foin de l'eau pour leur demander de marcher, marcher et d'occuper le territoire de façon à ce qu'ils génèrent de l'espace plutôt qu'ils soient les uns sur les autres et qu'ils finissent par manquer d'espace. Et en fait, cette idée de hiérarchie horizontale, pour moi, elle me parle beaucoup de notre capacité à connecter, en fait. Tu parlais tantôt de Ouais. connecter avec les chevaux en troupeau. Dans cette idée où s'il n'y a plus de jugement, s'il n'y a plus de compétition, s'il n'y a plus de comparaison, s'il n'y a plus d'exclusion, je suis beaucoup moins en défensive, je suis beaucoup moins tournée vers l'extérieur, donc je suis beaucoup plus à l'écoute de moi-même, à l'écoute de mon être authentique, à l'écoute de ma source, de ma liberté, et donc potentiellement, je suis plus calme, plus en silence, plus sereine et donc davantage en mesure de me connecter à moi, de me connecter aux chevaux, de me connecter à l'environnement avec lequel j'interagis et potentiellement ben, tous les autres espaces de ma vie avec lesquels je suis en relation. Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a quelque chose d'intéressant dans la hiérarchie horizontale, dans l'espèce de disponibilité qu'elle va créer à l'intérieur de nous pour permettre la connexion, pour permettre le ressenti de la connexion, pour permettre l'émergence de l'intuition, pour permettre l'accueil aussi des émotions qui me traversent. Si dans ma vie, je suis toujours ultra sollicitée, toujours en confrontation, quand j'accueille des informations ou des émotions qui viennent encore me confronter, à un moment donné, il y a plus d'espace par mesure de protection, je vais bloquer. Alors que plus il y a de l'espace pour être qui je suis, plus je peux devenir poreuse et faire un avec l'environnement parce qu'il n'y a plus de menaces. Et puis il y a la fameuse connexion, reconnexion avec la nature Ouais, et qui est souvent quelque chose qui est recherché hein, par les pratiquants de l'équitation. Et je te remercie d'avoir parlé de la hiérarchie horizontale et par rapport à ce que parfois on entend dans le coaching avec les chevaux et la dominance et le ouais, cheval alpha, etc. Et voilà. Et tu as écrit cette phrase que je trouve vraiment intéressante par rapport à. Bon, tu as écrit la proie fait écho au féminin. mm, Bon, on pourrait dire le comportement non prédateur, peut-être ouais, plutôt. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans par rapport entre l'énergie du féminin, le cercle,
les cycles également. Et est-ce que tu pourrais nous en parler? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis pendant les stages, les retraites que tu proposes, les stages que tu proposes? Oui, alors c'est sûr que moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans maintenant, mon axe de travail était vraiment euh, le féminin, la cyclicité, le lien entre comment la nature extérieure peut me supporter dans ma nature intérieure, dans les différentes phases qui me traversent. Au fil des années, les chevaux sont revenus dans ma vie à moi pour commencer et après, j'ai choisi d'intégrer les chevaux dans les cercles de femmes, les ateliers en lien avec la féminité, avec la cyclicité et tout ça. Et puis après, finalement, ben, continuer de faire vivre cette partie-là, mais aussi de déployer des ateliers davantage en lien avec les chevaux et ouverts à tous et à toutes. Mhm. Euh, Ce que je trouve intéressant dans euh, ce rapport de non-prédation, en fait, c'est pas pour rien quand on regarde en fait comment est établi le rapport humain et des chevaux. Euh, L'essentiel des hommes qui travaillent avec les chevaux sont des hommes qui vont vraiment travailler concrètement au sens en tout cas chez nous, qui sont vraiment des gens qui vont travailler avec du bétail où vraiment le cheval est un instrument de travail finalement. C'est un peu le mythe du cowboy, hein. C'est un peu le mythe Le du cowboy, ce stéréotype, mais voilà, mais qui existe, hein, c'est qui ça. existe et qui veut pas dire euh, que c'est fait n'importe comment et sans conscience et de façon maltraitante. Les choses bougent énormément, énormément euh, en, en, en ce moment. Euh, mais il reste que en Amérique du Nord, en tout cas, c'est peut-être différent en Europe. euh, on va retrouver les femmes davantage dans des espaces d'équitation, de loisirs ou d'équitation thérapeutique et dans toutes les sphères thérapeutiques. Euh, Dans cette idée où je pense il y a un écho important dans ce rapport de non-prédation, c'est-à-dire qu'au fil du temps, les femmes faire leur place dans le monde ont demandé l'égalité. Et l'égalité a fait en sorte que beaucoup de femmes ont dû apprendre à se comporter comme des hommes. Mhm. Et potentiellement, on a perdu de certaines capacités qu'on avait. On arrive dans un moment où on se rapproche peut-être davantage d'une équité, c'est-à-dire d'avoir le droit, la possibilité de faire toutes les choses que les hommes font, mais à notre façon. Et donc de revenir dans cet espace féminin qui est peut-être un espace euh, de, de, de non-prédation ou de prédation moins accentuée que ce que a été le patriarcat jusqu'ici, qui lui aussi est en train de se transformer. Fait que pour moi, euh, il y a quelque chose de sécurisant pour les femmes euh, de se retrouver dans un espace de non-prédation en relation avec des espèces qui sont capables, j'ai envie de dire, de naviguer cette énergie, qui sont capables de naviguer cette vibe-là, qui va faire en sorte que les femmes vont se sentir en sécurité et vont être beaucoup plus poreuses, beaucoup plus réceptives à différents types de travaux. Après, ce que je trouve intéressant en lien avec les femmes, c'est qu'on sait que les femmes sont habitées par une nature cyclique, donc le, 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 le jeu de l'ovulation, menstruation va généralement se décliner dans quelque chose qu'on a un peu tracé comme 4 phases, euh, qui va correspondre à des énergies différentes, des façons de percevoir le monde de façon différente, des envies différentes, des capacités différentes. Et pour moi, ces 4 phases-là
vont permettre de connecter à des choses différentes, à des états différents. Et ça, du fait que les chevaux sont dans un espace de non-prédation, c'est possible de l'expérimenter avec les chevaux. C'est là où c'est très intéressant. mm, La notion du troupeau est aussi pour moi très intéressante dans le lieu où euh, j'accompagne beaucoup en ce moment. J'ai eu beaucoup ça cet été comme demande. mm, Des mamans qui ont des jeunes filles qui sont nouvellement menstruées. mm, La réalité fait en sorte que, pour toutes sortes de raisons, les jeunes filles sont menstruées de plus en plus tôt. mm, Cette menstruation-là arrive et parfois très confrontante. Elle n'a pas eu le temps d'être attendue, d'être désirée. Les filles qui sont encore des petites filles sont pas toujours prêtes à faire face à ça. Et les mamans, dans un souci d'accueil, de bienveillance, d'être présentes à leurs filles, peut-être dans quelque chose de différent de ce qu'elles ont reçu, elles, quand elles étaient plus jeunes, ont ce souci d'accompagner leurs filles dans ces étapes-là. c'est ça. Et les filles sont souvent très hermétiques. Elles ne veulent pas en parler, il y a une Mm, forme de déni, il y a... mm, Et en fait, cet été, j'ai accueilli à plusieurs reprises des duos mère-fille, mm, des mamans qui avaient un souci de passer juste un moment chouette, hors conflit, juste un moment mère-fille pour rétablir le lien avec leurs jeunes filles, mm. qui souvent étaient des jeunes filles qui avaient des liens particuliers avec les chevaux. Et en fait, de voir comment par la bande, on était capable d'aborder tout plein de sujets avec les filles sans s'asseoir pour dire, bon, OK, aujourd'hui, on va parler des règles, j'ai besoin de te dire, j'ai besoin que tu saches. Non, C'est parce ça. qu'en Mm, dans le troupeau, on a une petite pouliche de 2 ans qui, depuis un an, a des chaleurs, puis qui devient comme complètement explosive quand elle est en chaleur. mm, J'imagine que ça va se tasser quand elle va grandir, mais c'est très intéressant de voir comment les juments interagissent avec elle, ce qu'elles lui apprennent, ce qu'elles permettent, ce qu'elles encouragent et ce qu'elles ne tolèrent pas. C'est très intéressant de voir comment son comportement change. Et en fait, en racontant l'histoire de la pouliche, ben, mm. je peux faire le lien avec la vie des humains sans être en train de pointer la jeune fille dans ce qui pique en ce moment. Mais je peux démontrer à quel point la pouliche a, par exemple, des sauts d'humeur ou comment elle peut changer dans ses envies, dans ses besoins, dans ses relations, comment à certains moments elle va continuer de jouer avec les autres poulains et comment à d'autres moments ben non, elle va passer du temps plus avec les juments ou qu'elle va même s'essayer auprès de l'étalon ou que... Et, et ça, pour moi, la dynamique du troupeau est très intéressante pour accompagner... euh, là, on parle de la cyclicité, mais en tout cas pour accompagner différents événements de nos vies qu'on a tendance à compartimenter ou à déstructurer, délier les uns des autres. Et l'écho du troupeau va nous ramener cette interreliance des différentes parties de nous qui œuvrent dans le monde. Oui, c'est ça. Et là aussi, les passages, les phases de la vie, les cycles Oui, de la vie, eux aussi sont gommés. La, exactement. la naissance, eh ben, Ouais, il faut être à l'hôpital. oui. La mort, eh ben, on n'en parle Même plus. pas du tout, pas du tout. Et les grands cycles, hein, voilà, pour la vie de la femme, mais aussi pour la vie des hommes, parce qu'il y a, Tout à fait. c'est moins évident, mais il y a il y a une phase Oui. qui ne se fait, à mon avis, pas forcément toujours de façon très harmonieuse ou très Ouais. adéquate. Mais voilà, là aussi, ces phases sont gommées. Et donc, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas de pointer du doigt, mais Non. c'est ça, c'est plutôt une immersion, c'est plutôt le troupeau. Ce ne sont pas des rituels, donc des rituels de passage ou des choses comme ça. On peut, si, Ouais. mais pour qu'il y ait un rite de passage,
faut qu'il y ait un consentement, faut que la personne soit d'accord. Fait que Mm. généralement, c'est quelque chose qui va intervenir plus tard, où là, on va faire une célébration pour Mm. accueillir la jeune fille dans le monde des femmes, où on va faire une cérémonie funéraire, où on va faire Mm. il y en a plein de rites de passage que je fais avec les chevaux. Mais il y a des moments où non, on part simplement d'une invitation de côtoyer autre chose dans l'idée de pouvoir avoir un narratif qui va faire sens sans appuyer là où ça fait mal. Euh, C'est ça. il y a quelques semaines, j'avais une femme dans un groupe du Conseil des 13 mères qui est aussi un cycle d'accompagnement dédié aux femmes. Mm. Et cette femme-là me nommait quelque chose de vraiment intéressant. Elle nommait comment dans euh, nos pratiques actuelles, euh, c'est très difficile de ne pas rester enfermé dans nos blessures parce que chaque fois qu'on va consulter un thérapeute, va vouloir retourner dans le lieu du trauma, la racine du trauma. Ouais. Et que, en fait, elle trouvait que de toujours devoir retourner dans ce Mm. lieu-là, Mm. premièrement, ça fait pas de bien. Et deuxièmement, elle trouvait ça culpabilisant, en fait, d'avoir l'impression qu'elle n'avançait pas dans sa vie et qu'on la ramenait toujours dans ce lieu traumatique. C'est ça. Mm. Et en fait, ça m'a vraiment interpellée et je lui ai fait comme ça, en tout cas, c'était très naturel, la proposition de, mais tu sais, c'est là où ça peut être complètement différent avec les chevaux. C'est là où ça peut être à tout le moins totalement complémentaire avec des pratiques plus traditionnelles où effectivement, ça peut être important de retourner dans le trauma pour bien l'identifier, pour bien en comprendre les mécanismes. Mais une fois que ça c'est fait, pour Mm. moi, la médiation avec le cheval devient vraiment pertinente au sens où on peut se présenter au cheval dans le moment présent, avec qui on est maintenant, et partir de notre besoin du jour, de notre intention du jour, sans avoir toujours besoin de reculer 5, 10, 15, 20, 50 ans derrière. Mm. Et donc, avoir cette possibilité aussi d'arrêter de s'enliser dans nos sacs de nœuds, mais bien de s'actualiser à partir du moment présent, d'être vu et d'être entendu là où je suis, de poser une intention claire et ensuite de cheminer avec le cheval qui va nous emmener dans un autre espace. Et donc, dès là, il y a un déplacement qui permet de voir qu'on n'est plus dans le marasme. Ça ne veut pas dire qu'on le fait disparaître, mais au moins on cesse d'y retourner en permanence. Et je pense que c'est un des grands cadeaux que nous font les chevaux de pouvoir nous accueillir dans l'entièreté, l'intégralité de qui nous sommes au moment où nous sommes et de partir de là avec nous sans avoir à enquêter ou à questionner ce qui nous a précédés, mais de partir, de nous prendre vraiment pour qui on est dans le potentiel de nous faire cheminer vers la suite des choses. C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que dans les psychothérapies, même les psychothérapies dites systémiques, il y a Oui, parfois ça ressemble un peu à la chasse aux symptômes traumatiques, n'est-ce pas? Mais c'est un mouvement prédateur. On se retrouve dans un mouvement prédateur, même s'il s'agit d'aider la personne et le mouvement, hein, comme tu dis, on va revenir au traumatisme, trouver le ouais. traumatisme, à la chasse au traumatisme. C'est un mouvement prédateur, certainement. Il porte les marques de la prédation, effectivement. C'est très intéressant, je trouve, que tu ailles jusqu'à nommer que c'est un mouvement prédateur. En tout cas, j'ai plein de frissons. Je pense que j'aurais à explorer cette idée puis à travailler là-dessus. Mais une chose est certaine, en tout cas, c'est que clairement, ça ramène dans la fragilité plutôt que dans... Je pense que c'est nécessaire. Je veux pas invalider ça au complet. Je pense que c'est nécessaire. Mais on peut pas, en tout cas, on peut pas.
je pense qu'on a un gain à un moment donné sortir de là, justement, pour aller vers d'autres possibilités. Et, et c'est vrai il y a une forme de prédation dans la répétition de ce mouvement fragilisant de toujours nous retourner dans le moment traumatique. Ça peut générer une forme d'emprise et d'emprisonnement. C'est ça. Mm. Bon, Mm. bon, on va revenir dans le moment présent alors. Et donc, tu me parlais du fait de côtoyer les Mustangs. Enfin, c'est presque le moment présent, c'est il y a quelques jours. Oui. Et comment ça se relie et s'interrelie avec Mm. ton troupeau ici. Alors, bah, un peu comme on discutait précédemment avant l'enregistrement. Euh, j'ai côtoyé les Mustangs en Arizona il y a 5 ans passés. Et à ce moment-là, pour moi, ça avait été vraiment une révélation. En fait, d'observer, de toucher à cet espace de non-prédation. J'étais dans un moment de ma vie où je faisais face à un cancer avec aussi tout ce que ça peut impliquer de médicalisation autour de moi auquel j'étais incapable d'accéder à ce moment-là et qui pour moi a quelque chose de très autoritaire, de très prédateur, justement. Et de voir la relation que les chevaux entretenaient entre eux ou que les Autochtones entretenaient avec les troupeaux, c'est vraiment venu me bouleverser dans cet espace de euh, comment ça se fait que dans cet endroit de la Terre, les chevaux sont en mesure d'interagir de cette façon-là et de prendre soin de cette façon-là, ou que les Autochtones sont en mesure de prendre soin de cette façon-là dans ce rythme, dans ce temps long et tout ça, et que nous, à l'intérieur d'un hôpital qui appartient à la même région, à la même culture, à la même langue, on se malmène à ce point-là, on se violente à ce point-là. C'est quelque chose qui m'avait profondément heurté, puis qui avait ramené un axe dans ma vie par rapport à ce à quoi je souhaitais m'inviter dans ma vie. Et quand je suis rentrée, Hum, même s'il y avait déjà, comment je pourrais dire, même si depuis un certain temps, j'assumais déjà la vision que j'avais du troupeau, même si c'était une vision qui n'était pas très largement validée par les gens autour de moi et qui était souvent remise en question et tout ça, hum, il reste que ça a accru hum, les nuances, comment je pourrais dire? Ça a orienté mon regard de ce que je voyais des chevaux et ça a accru mon désir d'essayer de reconstituer une harde de façon le plus naturelle possible dans cette idée d'exprimer des comportements les plus naturels possibles. Et donc, je suis retournée cette année où cette année, et donc, à ce moment-là, en fait, j'ai eu la sensation que euh, les chevaux, les Mustangs que j'ai côtoyés il y a 5 ans, de ramener leur regard, de ramener leur vision, de ramener la relation dans mon troupeau, m'avait permis de respecter plus mon troupeau, de permettre cette liberté d'ensauvager finalement le troupeau avec lequel je vis. Cette année, en retournant là-bas, j'ai eu la possibilité de côtoyer des Mustangs dans différents endroits de l'Arizona et aussi, grâce à toi, ceux près de la rivière Salée que je ne connaissais pas Oui, auparavant. on a interviewé la porteuse de projet l'année dernière, je crois, Simone Ned, Oui. qui a créé ce projet magnifique. Mhm. Qui est un lieu absolument fantastique et en tout cas où j'ai vécu vraiment, j'en suis encore pleine.
Et à un moment donné, avec un troupeau qui n'était pas vers la rivière Salée, mais ailleurs, j'ai rencontré une harde. Il y avait un étalon, plusieurs juments, des poulains et tout ça. Et en fait, de réaliser que là, c'était cette fois-ci ce que je vivais avec mon troupeau qui me permettait d'approcher cette harde-là. Ça a été long, ça a pris plusieurs heures, euh, mais dans quelque chose qui était vraiment à l'écoute, qui était vraiment dans une connexion où j'avais vraiment l'impression d'avoir leur autorisation, j'ai même envie de dire leur invitation. Pour moi, c'était clair que l'étalon m'invitait à m'avancer et Mm. m'avancer et m'avancer et m'avancer. Ça a été très, 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 très long. Mais, et je suis pas, en fait, c'est pas que je suis pas certaine, c'est que je sais que si je passais pas autant de temps avec la harde avec laquelle je vis, je n'aurais pas compris l'invitation que l'étalon m'a faite de le rejoindre dans son monde. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée de réaliser comment les chevaux, les Mustangs m'ont permis d'initier quelque chose chez moi. Et ce quelque chose chez moi m'a permis de reconnecter encore autrement avec les Mustangs. Et Mm. pour moi, il y a cette idée d'interreliance, cette idée dont les Autochtones nous parlent que nous sommes tous reliés. Euh, ça m'a donné, en tout cas, ça m'a donné plein d'idées, plein de projets, ça m'a donné des envies de partager cet espace, d'en- d'emmener des gens dans la possibilité de côtoyer le sauvage dans un espace rituel, parce que pour moi, l'espace rituel est quelque chose d'important pour connecter à différentes parties de soi et le ramener après dans nos vies, dans la réalité ordinaire. C'est Mm. pas le, 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 le voyage en soi, en tout cas pour moi, a été un grand moment, un grand mouvement, euh, une, euh, une grande initiation. J'ai eu je sais pas, je crois que c'est le privilège. Il y a quelques années, j'avais découvert un cimetière de chevaux dans les alentours de Monument-de-Vallée, Mm. euh, qui m'avait extrêmement touchée, enseignée, sans que je comprenne tout. C'était une forte présence. J'avais pas toutes les réponses. J'avais juste quelque chose. Et par un concours de circonstances cette année, je suis retournée dans les lieux, dans l'incapacité de retrouver le cimetière. Par un concours de circonstances peu importe comment on appelle ça, euh, j'ai croisé une personne autochtone que j'avais croisée il y a 7 ans. Ah oui. Et en discutant, moi, je savais pas que c'était lui, lui savait pas que j'étais moi. C'est en discutant qu'on s'est rendu compte que, oh, mais il y a 7 ans, on était ensemble Mm. et qui m'a réindiqué à quel endroit on était il y a 7 ans et qui m'a autorisé à y aller. Et à partir du moment où j'étais dans ce lieu, mon corps a pu retrouver. Je n'avais pas besoin c'est juste de suivre mon corps. Mon corps a marché en écoutant, comme téléguidé presque. Et je suis arrivée de nouveau dans ce cimetière de chevaux où, euh, où, où j'ai eu la suite de ce qui m'a été donné il y a 7 ans, où j'ai eu cette fois-ci quelque chose de très, très précis, de questions. Est-ce que tu avais compris qui on était et pourquoi on était là?
et quelle est la forme que tu vas donner à la suite des choses à partir de ce moment-là. C'était un moment qui était extrêmement puissant, extrêmement porteur, extrêmement initiatique. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du rituel, mais du rite de passage, qui m'a amené dans un grand déploiement, une grande gratitude. Après, par contre, faut le ramener dans la réalité ordinaire. C'est ça. Et là, des fois, c'est plus, Mm. bah, c'est la vie. C'est là aussi que s'inscrit le mouvement de cette jeune pouliche dont je vous ai parlé au début, qui Mm. va quitter. C'est ça. J'aurais préféré que non, mais en fait, c'est ce que nous font les voyages et c'est ce que nous font les chevaux aussi dans ce grand euh, désir de cohérence, Mm. d'alignement dans le moment présent, en lien avec nous, en lien avec l'autre, en lien avec l'univers, l'environnement, la nature, peu importe comment on l'appelle, mais dans cette interreliance à laquelle on est toutes et tous conviés dans un espace de non-prédation, idéalement, pour s'agrandir. Ouais. Laetitia, merci de ce voyage dans le pays de l'intuition Mhm. et de l'énergie de non-prédation avec les chevaux de ton troupeau hein, qui sont là autour de toi. Voilà, donc j'essaye de pas trop dépasser 1 heure Parfait. et je te laisse le mot de la fin. Hmm. Et si tu as des activités, des choses que tu voudrais présenter, ou simplement un message à passer aux auditeurs de ce sommet en ligne, Hmm. chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Oh, je suis vraiment très touchée, Sylvain. Je pensais pas. Je t'avais envoyé quelques lignes vers où on pouvait aller, mais Merci. ah, tes questions nous font voyager aussi, nous font nous déplacer. Je pensais pas partager ce que j'ai partagé. Je pensais pas Merci. partager ce qui vient de. C'est un peu plus grand que moi. Je me sens privilégiée d'avoir accès à c'est toujours un privilège de pouvoir être vu et entendu. Ça me touche énormément. Je te remercie de nous offrir ces possibilités-là dans un espace de non-prédation, je trouve. Je pense souvent au travail que tu fais en me disant, mais il pourrait y avoir plein d'ego et ce désir de conserver ce savoir, de protéger des limites, un territoire, alors qu'en fait, tu ouvres, tu appelles, Oui, c'est tu écoutes plein de choses que tu sais déjà, que toi-même le pourrais pouvoir dire. non prédateur, tout à fait, oui. Oui, vraiment, c'est quelque chose qui me touche énormément des propositions que tu fais, des créations que tu fais. J'ai envie de te remercier pour Ben, ça. merci, Et j'accepte. Et merci en toi pour tes partages. C'est inspirant et puis ben, j'espère que ça va inspirer d'autres ben oui, personnes à c'est vivre avec les chevaux. tout à fait. Puis dans le fond, ce que je pourrais dire pour la suite, c'est que mon activité se nomme Chemin de Traverse. C'est ça? Donc, si vous voulez entrer en contact avec moi, chemindetraverse.ca ou Chemin de Traverse et Rituel sur Facebook. Et oui, il y a plein d'ateliers. Il y a potentiellement un voyage en Arizona qui va se mettre en branle. Mais il y a aussi, pour moi, un grand désir de répondre à ce dont les gens ont besoin. C'est comme ça que j'aime travailler. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour me dire, ben, moi, j'aurais envie de vivre telle chose, ou est-ce qu'on peut concocter le truc de telle façon? Pour moi, c'est agrandissant d'aller dans des lieux où j'ai pas été encore conviée et de voir comment ça répond. C'est l'occasion de rencontrer l'autre et de jaser avec l'univers aussi dans ce qui nous est adressé.
Tout à Merci fait. vraiment beaucoup. Puis au Et les liens plaisir. vont être en dessous de la vidéo. Je te remercie. Merci Laetitia pour ta présence. À bientôt. Merci. Bye. Je voulais aussi vous donner des éléments pratiques pour ce sommet en ligne. Donc c'est un sommet qui est gratuit sur simple inscription comme membre de la communauté Cheval en Conscience. Vous avez le lien juste en dessous. Une communauté où il y a déjà plus de 1500 membres. Et donc vous avez la possibilité de regarder gratuitement les interviews le jour de leur diffusion. Ou alors, si vous voulez les regarder plus confortablement au moment où vous le voulez, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay. Donc pack replay pour le montant de 97 euros. Vous avez accès à plus d'une trentaine d'interviews, plus de 35 heures d'interviews sur les chevaux médiateurs, sur les chevaux guérisseurs, avec des témoignages exclusifs de la part des nations amérindiennes, du chamanisme. On a interviewé donc cette chamane de Sibérie, et également des professionnels du cheval en France qui parlent de leur métier, comment est-ce que le cheval peut être intégré dans des pratiques de psychologie, comment il peut être intégré avec la théorie polyvagale. Donc tout ça, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay pour regarder confortablement les interviews. Et je voulais aussi vous dire qu'une part des bénéfices de la vente de ces packs replay sera reversée à l'association Equidolce. C'est une association qui est vraiment chouette, vraiment un beau travail de cette association qui crée un refuge pour les chevaux. Et on a vraiment à cœur de soutenir, d'aider cette association Equidolce avec Cheval en Conscience. Inscrivez-vous, c'est gratuit, n'hésitez pas, et vous aurez accès gratuitement à toutes nos interviews. Voilà les amis, à bientôt.